Donc voilà, si vous m'entendez, donc je propose de commencer la soirée. On a attendu le quart d'heure académique pour les derniers. Les derniers vraiment nous rejoindront en cours de route. Donc voilà, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Hervé Lust, je travaille au parc naturel du Pays des Collines en tant que chargé de mission agriculture. Donc voilà, chaque année, du moins chaque début d'année, on essaie d'organiser des conférences sur des thématiques, agricoles ou des sujets d'actualité. Bon voilà, en 2021, on a dû un peu revoir notre méthode de travailler et donc à la place d'organiser des conférences comme d'habitude en salle, on a dû choisir l'option donc, en visioconférence. Donc on s'est adapté. Donc ici, pour que ça se déroule très bien, on va essayer donc, comme Simon, mon collègue, vous l'a dit, de couper les micros de tout le monde durant la présentation pour éviter d'avoir un retour, je vais dire, qui est inutile. Donc ce soir, on va s'intéresser donc, à la transmission des exploitations agricoles parce que voilà, c'est un sujet qui, suite à plusieurs demandes, notamment d'agriculteurs, on a essayé de trouver un orateur qui est, compétent en la matière. Donc, c'est une organisation donc, du parc naturel du Pays des Collines en collaboration avec la FUGEA et le service public de Wallonie, donc site HAT. Donc ce soir, donc pratiquement comment ça va se dérouler. Donc on va d'abord avoir une petite présentation donc du parc naturel du Pays des Collines, donc pour vous présenter en 5-10 minutes nos grandes missions. Ensuite, on aura une petite présentation donc de Bérangère Laby du SPV de Hatt concernant donc les nouveautés en matière de déclaration de dégâts aux cultures. Donc en gros ce que vous devez savoir ici en début d'année 2021 à ce sujet-là. Et ensuite donc le plus gros morceau de la soirée. Donc là c'est la transmission des exploitations agricoles par Sébastien Maas de la FUGEA. Voilà. Et donc, je propose peut-être, donc, je vois que les participants arrivent, donc qu'on commence d'abord par la présentation donc, des projets agricoles du parc naturel. Donc, Simon, je te laisse peut-être commencer, te présenter, comme ça. Voilà, donc bonsoir à tous. Donc moi c'est Simon Duquesne, je suis le collègue d'Hervé, je travaille aussi pour le parc naturel du Pays des Collines, mais pour tout ce qui est diversification agricole. Alors juste un petit détail au niveau pratique, donc ici la conférence est enregistrée et donc elle sera disponible par la suite sur internet pour voilà, ceux qui souhaiteraient la revoir ou qui auraient voilà, besoin de retrouver certaines informations. Voilà, donc normalement ici vous voyez la présentation. C'est bon? Oui. Ouais. Donc voilà, au niveau donc, du parc naturel du Pays des Collines, on couvre 5 communes. Donc la commune de Flobec, Elzel, Mont-de-l'Enclus, Frane-les-en-Vin et 3 villages de Hatt, donc Mainvaux, Houtin et Ostiche. Euh, Au niveau du pôle développement économique et rural, donc il y a deux grands axes, l'axe diversification agricole et le volet plus agriculture. Donc pour tout ce qui est diversification agricole, on a différents projets. Donc il y a Mon voisin l'agriculteur, Collinaria, Produisons et consommons local et Foodwapi. Et donc on est deux pour ce pôle-là. Donc il y a moi et il y a ma collègue Lucie Verhelpen qui malheureusement n'a pas pu être avec nous ce soir. Et donc au niveau du pôle agriculture, là il y a aussi 3 projets. Mon voisin l'agriculteur, plus d'autonomie pour nos fermes, des sols et des eaux protégées. Et là c'est donc Hervé qui s'en occupe. Alors très rapidement, on va passer en revue les différents projets. Mon voisin l'agriculteur, c'est un projet qui vise à recréer du lien entre les citoyens et les agriculteurs. Donc au travers d'organisations de portes ouvertes, de journées fermes ouvertes, voilà, différentes visites d'exploitation. Et alors aussi, il y a tout un volet autour de l'agriculture sociale. Donc là, l'objectif, c'est que l'agriculteur puisse accueillir des personnes qui soient fragilisées, donc parfois des personnes avec un handicap léger, ce genre de choses, pour retrouver vraiment le rôle social de l'agriculture.
Ensuite, il y a Collinaria, la Biennale Gourmand. Donc, la Collinaria, c'est un festival culinaire donc, qui se déroule tous les 2 ans à Elzel, le premier samedi de mai. Enfin, sauf quand ça tombe le 1er mai, là, ça tombe le deuxième week-end. Et donc, cette année, ça a lieu le samedi 8 mai 2021. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'on a différents chefs de la région qui cuisinent des plats exclusivement à base de produits locaux. Donc, on demande qu'il y ait 80% du plat qui soit composé de produits locaux minimum. Et donc, durant une journée, les gens peuvent déguster ces différents plats et découvrir les différents producteurs. Alors cette année, il a fallu un peu réadapter la formule et donc on fait des box donc qui contiennent tous les produits locaux pour réaliser les recettes et les gens cuisinent les recettes chez eux suivant les conseils des chefs qui seront filmés sous forme de tutoriel vidéo et on donne bien entendu les recettes papier également. Et donc ça, si jamais vous êtes intéressé, je fais un peu de pub en même temps. Les réservations sont lancées depuis hier soir et donc vous pouvez aller sur le site www.colinaria.be et vous retrouverez les différentes box qui sont possibles d'acheter. Ensuite, le troisième gros projet en diversification, c'est produisons et consommons local. Là, en fait, on s'occupe notamment de l'organisation des marchés fermiers du Pays des Collines. Donc, on s'occupe de l'organisation de 2 marchés, le marché fermier d'Elzel et le marché fermier d'Anvin. On s'occupe aussi pas mal de la promotion des producteurs du territoire. Donc, on édite un carnet des producteurs locaux, environ toutes les années et demie. Tous les ans, on fait également le calendrier du parc où on retrouve tous les différents producteurs. On contribue aussi à la formation des agriculteurs et des producteurs dans différents domaines. Par exemple, ici, on organise une formation à la meunerie avec tout ce qui est norme AFSCA, calculer son coût de revient, etc. Et alors, on a aussi en bas à droite la Recimobile, qui est une petite remorque avec un haillon qui permet de promouvoir des produits locaux et qu'on met à disposition gratuitement de tous les producteurs du parc qui souhaiteraient promouvoir leurs produits. Donc voilà, lors de foires, etc., c'est parfois un outil qui peut être bien pratique. Donc voilà, on organise différents événements de promotion des produits locaux, donc parfois des démonstrations culinaires, ce genre de choses. Ensuite, on a un dernier projet, donc là c'est le projet Foodwapi, qui a pour objectif de développer et structurer différentes filières. Et là on travaille sur 2 filières, la filière viande bovine et la filière céréales panifiables, où on accompagne les agriculteurs à différents niveaux, que ce soit la formation, que l'accompagnement vraiment pour lancer et créer la filière. Et donc ça, je travaille dessus avec ma collègue Lucie, dont vous avez les coordonnées sur la présentation. Voilà pour tout ce qui est diversification agricole. Je laisse Hervé présenter la suite. Oui, donc par rapport donc au projet donc des sols et des eaux protégées, donc là c'est un projet donc qui a vraiment pour but, de promouvoir une meilleure gestion, donc des sols et des eaux et du carbone dans les sols, donc au niveau des taux d'humus. Donc cela se fait donc, via différentes actions. Donc c'est surtout du conseil auprès des agriculteurs. Donc par exemple, si on suit un petit peu les images, par exemple du conseil par rapport à la gestion des matières organiques, au compostage du fumier. Donc le rôle que peut par exemple avoir le parc naturel, c'est d'organiser par exemple une fois une démo compostage. Donc comme là, ça avait eu lieu à Bonny, pour justement informer des bienfaits de ce fumier composté. On peut aussi donc apporter des conseils par rapport à tout ce qui est donc travail du sol, donc aussi par rapport à un profil de sol, comme on peut voir là sur la troisième photo, donc au niveau de la structure, etc. Donc là, soit on intervient nous-mêmes pour apporter des conseils, ou alors on délègue vers vers par exemple Grénotech ou quoi, qui sont des associations compétentes dans ce domaine-là. On a aussi donc tout un gros projet donc qui concerne la réalisation d'analyses de sol sur le territoire du parc naturel. Donc là, on est bien cloisonné au territoire du parc. Donc comme Simon vous avez cité en début de séance les 5 communes, donc on est vraiment limité à ce territoire-là pour ce projet-là. Donc le but de ce projet, donc le but de réaliser des analyses de sol en ferme, c'est de voir un peu l'évolution des taux d'humus sur le territoire. Donc on sait que c'est quand même
en chute libre. Et donc, le but aussi, c'est de trouver des solutions pour remédier à ce faible taux. Donc, aussi bien par l'apport, par exemple, de fumier composté, de matière organique, donc l'importance d'avoir de l'élevage dans nos fermes. Également aussi une technique, là c'est plus mon directeur qui avait commencé ce petit projet-là, donc c'est tout ce qui tourne autour du bois réaméal fragmenté, comme vous pouvez voir, donc les 4 photos du milieu. Voilà, donc si on reprend les photos du bas, notamment des conseils par rapport à la lutte donc, contre l'érosion des sols. Donc là, on voit les 3 premières images. Donc, c'est des fascines qui ont été installées sur le territoire, enfin sur la commune de Frasnes-les-Anvins. Donc le but, c'était de remédier à un problème de coulée de boue sur la voie publique. On a pu voir qu'après des orages ou des pluies intenses, ça joue quand même un rôle de filtre. Donc ça, faut avouer que ça a quand même, enfin, ça a surpris plus d'un que ça a quand même entre guillemets marché. Donc d'arrêter les sédiments de terre. Donc je crois que ça a quand même une grande importance. Également la dernière image, donc c'est pour montrer, là on avait un agriculteur qui avait réalisé des petites diguettes en pommes de terre. On sait que voilà, ça va aider aussi à limiter l'érosion. Ouais, donc une action également donc, dans le projet des sols et des eaux protégées. C'est un sujet qui est d'actualité pour l'instant. Voilà, un agriculteur doit essayer donc de trouver son système de traitement des effluents sanitaires qui lui convient le mieux. De nouveau, là, on peut jouer le rôle soit donc, de conseil ou du moins de relais, dans ce cas-ci vers par exemple Protecto, qui peut vous aider à ce niveau-là. On peut aussi par exemple organiser une conférence comme on l'avait fait en février ou janvier 2020 avec une présentation complète de Protecto sur ce sujet-là. Pardon. Voilà. Donc peut-être juste une précision par rapport au projet des sols et des eaux protégées. Donc une action aussi, c'est d'organiser ce qu'on fait ici ce soir, c'est d'organiser des conférences donc à destination des agriculteurs. Donc nous, on est toujours à la recherche de sujets de conférences. Donc en tant qu'agriculteur, si vous avez des sujets qui vous intéressent, si vous voulez donc qu'on organise une fois une petite séance, même pour un groupe d'agriculteurs restreint, et qu'après on peut ouvrir à l'ensemble des agriculteurs du parc. Mais si vous avez des idées de thématiques, n'hésitez surtout pas à nous les faire remonter. Donc là, sur cette dia-ci, par exemple, vous avez mon adresse mail, donc hervélust.pnpc.be. N'importe quel sujet, on est demandeur pour essayer donc justement d'organiser ce qu'on fait ce soir pour essayer de satisfaire un maximum de personnes. Voilà. Donc, un autre projet, donc c'est le projet Plus d'autonomie pour nos fermes. Donc là, c'est le groupe Herbe et Autonomie Fourragère. Donc là, c'est un groupe de travail, au fait, qui est composé de plus ou moins 70-80 agriculteurs. Donc ça concerne les territoires donc, de 3 parcs naturels. Donc le territoire du Pays des Collines, bien sûr, le territoire du parc naturel des Plaines de l'Escaut et le territoire du parc naturel Scarpesco en France. Mais là, on a plus ou moins 80 membres aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait avec ce groupe de travail? On s'intéresse justement à produire, on va dire, être en autonomie donc sur sa ferme ou à tendre vers l'autonomie, c'est plutôt ça. Aussi bien l'autonomie fourragère que l'autonomie en général de l'exploitation. Donc, en gros, des actions, voilà, on s'est intéressé, donc si on prend l'image en haut à gauche, au métail, c'est quelque chose, donc une association de graminées et de légumineuses. Le but, c'est d'essayer de produire ces protéines soi-même. On a aussi organisé, par exemple, une séance, si on prend l'image tout à fait à droite en haut, donc une séance chez Jorion, donc de visite d'essai. C'est important de savoir ce qui se fait au niveau des semenciers également. Autre petite séance qui ont pu être organisées, c'est par exemple une séance sur l'affouragement en verre, parce qu'on avait certains agriculteurs du groupe qui étaient demandeurs, et donc on a essayé de trouver un agriculteur, là on s'était déplacé en France, qui faisait cet affouragement en verre, et on a pu ainsi montrer à nos agriculteurs ce que c'était concrètement. Donc ce groupe de 80 agriculteurs, il n'est pas fermé, donc n'importe quel agriculteur qui veut faire partie, il suffit d'envoyer un mail donc pour le parc naturel du Pays des Collines, c'est à moi,
Et en gros, vous recevez les invitations et on essaie d'organiser 6-7, ça dépend un peu les années, mais 6-7 sorties, donc 6-7 thématiques différentes, à la fois une conférence en salle suivie toujours d'une visite de terrain. Voilà. Donc, 2 autres petits projets, c'est pas moi qui m'en occupe nécessairement, mais ça valait la peine d'en parler. Donc, le projet Aidons nos oiseaux. Donc là, le but de ce projet-là, c'est d'essayer d'installer des nichoirs dans les abords des exploitations agricoles. Donc, aussi bien dans des nouveaux bâtiments, donc des nouvelles étables, ou même ici sur la photo en haut à gauche, sur un pignon d'hangar à pommes de terre. Mais voilà, le but, c'est d'installer des nichoirs. Donc là, j'ai des collègues donc, qui travaillent sur cette thématique qui, eux, savent, voilà, on peut mettre tel ou tel nichoir à tel ou tel endroit. Donc, en gros, si vous êtes sensible aux oiseaux, je vais dire, n'hésitez pas à prendre contact avec mes collègues qui vous feront un plaisir donc d'installer des nichoirs gratuitement sur vos bâtiments. Donc le projet suivant, donc plus de biodiversité dans les exploitations agricoles. Donc pareil au projet suivant, au projet précédent. Donc c'est d'essayer donc de remettre un peu de verre, on va dire ça comme ça, de procéder à des plantations sur le territoire du parc. Donc ça peut être des plantations soit de haies, d'alignement d'arbres ou autres. Mais le but de ce projet, donc le projet Arbre en kit, si on prend cet exemple-là, c'est de, en gros, offrir la possibilité aux agriculteurs ou même aux citoyens d'obtenir des plants ou des arbres fruitiers gratuitement ou presque. Donc le message qu'on veut juste faire passer, c'est avant de vous lancer dans un projet de plantation, ça ne coûte rien de passer un coup de fil au niveau du parc naturel et on a toujours bien une solution pour soit de 1, vous aider financièrement s'il y a moyen, ou du moins d'apporter des conseils pour la plantation de vos projets. Voilà. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc, voilà. Ici, je propose donc de passer à la petite présentation donc de Bérangère Laby, donc du SPW de HAT. Donc Bérangère va nous parler un petit peu des actualités par rapport à la déclaration au niveau des dégâts agricoles, puisqu'il y a quelques nouveautés ici en 2021. Donc Bérangère va nous faire sa petite présentation. Elle doit nous quitter après. Donc si vous avez des questions, posez-les directement peut-être à la fin de la présentation de Bérangère, quoi. Voilà. Pour ceux qui n'auraient pas, enfin éventuellement qui n'ont pas de micro sur leur ordinateur ou alors où ça ne fonctionnerait pas, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Donc en dessous, vous avez une petite, en bas de votre écran, vous avez une petite bulle chat, donc avec un onglet de discussion, où vous pouvez poser vos questions pendant la présentation et alors on peut y répondre comme ça à la fin. Même chose pour la présentation de la FUGEA. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que la plupart d'entre vous me connaissent. Je suis Bérangère Laby, de la direction recherche et développement du SPOE, Service public Wallonie à Service extérieur d'Ath. 2 minutes. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, normalement, certains d'entre vous aujourd'hui ont pu apercevoir dans le plein champ un communiqué de presse concernant les calamités de 2020. Ce document, vous pouvez le retrouver sur le portail et je vais partager mon écran pour que vous puissiez le voir. Est-ce que ça fonctionne ou pas? Oui. Donc, voilà. Donc si vous allez sur Internet, vous tapez portailagriculture.wallonie.be. Donc vous arrivez sur la page d'accueil du portail. Dans les images, il y a un petit raccourci qui sont cette photo-ci avec la paire de bottes où il y a marqué calamité agricole. Vous cliquez dessus.
Et vous arrivez sur documents obligatoires, vidéo explicative. Ce que j'ai oublié de montrer, au fait, c'est sur la page d'accueil. Vous avez ici les communiqués. Et là, vous avez le communiqué de presse qui est paru dans le plein champ notamment et qui devrait paraître également prochainement dans le sillon belge, où on vous explique les démarches à suivre. Donc, je reviens sur la portion calamité agricole. Vous y retrouvez tout le document et formulaire obligatoire. Donc, c'est style le Vademecum, les PV de constat en version vierge, la liste des cultures pour vous aider au niveau des codes culture, comment remplir le PV au niveau de la commission. Et là, ensuite, le formulaire de demande de reconnaissance, c'est au niveau de la commune, ça ne se passe pas au niveau des agriculteurs. Si vous revenez en arrière, vous avez un petit onglet vidéo explicative. Vous allez sur en savoir plus. Vous allez y trouver 3 vidéos qui circulent pour le moment sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, LinkedIn, etc. Donc la première, eh bien, elle va vous expliquer les 3 étapes préliminaires nécessaires avant d'utiliser l'application dégâts agricoles. Mais ça, je vais revenir juste après, parce que c'est une toute nouvelle application qui se trouve sur PackOnWeb. Donc, c'est un peu le but de ce soir, c'est de vous expliquer les documents à préparer et vous montrer un tout petit peu où se situe l'application sur PackOnWeb et les renseignements que vous allez devoir donner lors de l'encodage. La deuxième vidéo vous expliquera le fonctionnement de l'application. Donc ça vous permet, lorsque vous remplirez les documents sur l'application PackOnWeb, d'être à l'aise et d'aller revoir la vidéo si nécessaire, si vous avez besoin d'un renseignement ou autre, si vous voulez remplir depuis chez vous. Et la troisième vidéo, elle explique la règle des 30% de dégâts. Pourquoi certains, lors par exemple des calamités de 2017 ou de 2018, leur culture n'a pas été prise en compte, tout simplement parce qu'ils n'atteignaient pas 30% de dégâts sur l'ensemble de leur culture. Donc maintenant, je vais revenir sur la première vidéo. Je vais expliquer. Donc voilà, je vais mettre. Donc voilà, vous allez arriver sur la page accueil de PackOnWeb. Et vous allez voir, vous avez les onglets habituels qui sont IDS, identification, ADISA, les DPB. Et maintenant, il y a dégâts agricoles. C'est l'onglet en vert. Pourquoi cet onglet? Tout simplement parce que, comme vous connaissez le parcours du combattant, en fait, pour les reconnaissances en calamité agricole, il faut normalement encoder tous les PV qui ont été déclarés au niveau de la Wallonie dans les communes. Et pour ce faire, nous avons mis en place une application qui va permettre à chaque agriculteur, au fait, de pouvoir encoder ces PV de dégâts. CPV de dégâts. Alors, de quoi vous allez avoir besoin? Eh bien, de tous les procès-verbaux que vous avez déclarés dans les communes. Donc, ça veut dire que si vous avez des PV dans 3 communes, il faut que vous ayez reçu la copie des 3 communes. Ici, vous avez un exemple où un agriculteur a déclaré dans 2 communes. Vous allez le retrouver ici. Donc, c'est ici, il a déclaré sur Neuchâteau et sur Bertry. Il faut savoir que les PV, vous allez avoir la possibilité de les encoder en plusieurs fois. Si par exemple, vous n'avez reçu qu'un seul des PV auquel vous devez avoir le retour, eh bien, vous pouvez déjà commencer à pré-encoder dans l'application dégâts agricoles et enregistrer ce que vous avez déjà travaillé. Oh, purée. Et enregistrer ce que vous avez déjà comme document. Et comme ça, lorsque vous recevrez le deuxième PV, vous pouvez retourner sur dégâts agricoles et enregistrer le second PV.
Maintenant, si certains d'entre vous ont une assurance en dégâts climatiques, il faut savoir que vous devrez en fournir également une copie. Donc, il faudra le contrat d'assurance et ainsi que la preuve de paiement. Il ne faut pas oublier que ce contrat, au fait, il doit reprendre l'année qui est couverte. Pourquoi il fait ça? L'année qui est couverte, les récoltes, quelles récoltes sont couvertes avec les surfaces. Maintenant, on va vous demander aussi de vérifier la validité de vos PV. La validité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le pourcentage d'inscrits en premier et en deuxième constat. Et lorsque vous encoderez, normalement, ce sera toujours le pourcentage déclaré dans la colonne deuxième constat. Si par exemple, il n'y a qu'un seul constat, je pense notamment à la commune de Tournai, où quand ce n'est pas nécessaire, je sais que souvent, ils ne font qu'un seul et unique constat, et il faudra encoder le pourcentage de ce premier constat. Ce qu'il faudra également vérifier, c'est que votre numéro de producteur est bon, parce que nous, dans l'application, on l'appelle numéro partenaire. Il faudra que les PV contiennent également 3 signatures plus celle de l'exploitant sinistré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez ici, il y a la possibilité de mettre plusieurs signatures. Normalement, il y en a 5. Ça veut dire qu'il y a 5 experts agriculteurs, c'est la dernière ligne. Et sur ces 5 experts, il faut qu'il y en ait au moins 3 qui aient signé au premier et au deuxième constat pour que le PV soit valable. Ce qu'on va vous demander de faire également, ce sera de scanner ces documents, les rectos et les versos des PV, comme des contrats, que ce soit par l'aide du téléphone ou d'un appareil photo, afin de les joindre dans l'application à votre déclaration. Attention, vous devez savoir que lorsque vous allez soumettre votre déclaration de dégâts via l'application dégâts agricoles, eh bien, vous allez avoir confirmation, une déclaration sur l'honneur, au fait. Comme quoi vous déclarez avoir encodé strictement le contenu du ou des procès-verbaux de constat tels qu'ils ont été signés par minimum 3 membres de la commission et que vous n'avez encodé aucun contenu supplémentaire. Pour ce faire, si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez soit nous contacter au service extérieur de HAT pour un rendez-vous en présentiel au bureau de HAT, soit prendre un rendez-vous téléphonique. Si vous avez l'habitude de venir compléter votre pack au bureau à HAT, mais vous pouvez demander en même temps un rendez-vous pour les calamités agricoles. Mon collègue et moi-même, nous sommes disponibles. Principalement, contactez le 068 27 44 17. Sur le communiqué, c'est mon numéro de fixe qui est renseigné. Il n'y a aucun souci. Les rendez-vous seront pris également par le 068 27 44 32. Et une dernière précision que j'ai oublié de dire, c'est que l'encodage de CPV peut se faire jusqu'au 30 juin 2021. Maintenant, il y a une petite chose que je peux peut-être vous préciser, c'est que vous avez moyen d'enregistrer. Donc, si vous avez peur de louper quelque chose, une information, ou si vous voulez être certain que tout est correct avant de soumettre, vous pouvez enregistrer votre document, prendre rendez-vous et venir nous trouver au bureau et on regardera avec vous pour soumettre. Maintenant, il est possible aussi que via une connexion Teams que nous allons vous envoyer, nous prenions la main sur votre ordinateur et nous vérifions avec vous également de cette façon. Donc voilà, merci de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, est-ce que ça a été clair? Ouais, donc, je sais pas. Donc, il n'y a pas de questions en tout cas dans la conversation. On va juste demander donc si les participants ont une question de se manifester.
parce que, comme j'ai dit tantôt, Bérangère, tu nous quittes juste après. Donc, s'il n'y a pas de questions ici en direct, tu es toujours joignable via le numéro que tu viens d'énoncer. Donc, voilà. Et si je ne suis pas joignable, il y a le 068 27 44 20. C'est mon collègue Jean Baligan qui est également disponible pour répondre aux questions. On a plusieurs agriculteurs qui aujourd'hui nous ont déjà contactés suite au communiqué dans le plein champ pour prendre rendez-vous. D'autres, sachant qu'ils avaient pris rendez-vous pour la PAC, on a rajouté le rendez-vous calamité à la suite. Donc, en gros, ça prend 30 minutes. Maintenant, il y en a pour qui ça va durer 10 minutes et d'autres, ça va peut-être prendre un petit peu plus de temps parce que au niveau de l'application, il faudra renseigner le numéro de partenaire, sélectionner ses parcelles. Et ça va être sélectionner les parcelles par parcelle et devoir encoder les pourcentages ligne par ligne et enregistrer. Donc, tout ça, c'est des petites choses où même moi, j'ai été confrontée quand on a mis l'application au point. Il y a eu des petits détails à régler et je sais que pour beaucoup, il y aura peut-être des petites questions pour débloquer les situations. Donc, voilà. Ok, merci Bérangère. Donc, De rien. pas de questions. Donc, en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était une Attends, il info. y a une Oui. question, je vois. Ah oui. Si une demande a été refusée, doit-elle être encodée? Si elle a été refusée au niveau de la commission, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de pourcentage établi ou le PV n'a pas été établi. Donc pour moi, non. Je peux me permettre d'intervenir. Oui. Voilà, je suis agricultrice à titre complémentaire et ma demande a été refusée. D'après leurs calculs, ils ont appliqué une règle de 3. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le style de calcul qui avait été appliqué. Je n'ai pas ça sous les yeux, donc je ne saurais pas vous... C'est pour 2018, je suppose que vous posez la question. Oui. Concernant sûrement du maïs. Du maïs et des prairies permanentes, oui. Ça veut dire qu'il y a sûrement eu dans le maïs des maïs qui ont été constatés peut-être à 20 ou 25%, d'autres à 30%, tout pile. Et il suffit que vous ayez déclaré tout simplement peut-être 10 hectares de maïs et que vous en aviez peut-être 15 hectares à la PAC. Et du coup, la règle des 30%, comme j'expliquais, au fait, elle se retrouve dans la vidéo. Ça veut dire que la règle des 30% n'apparaît pas. Il faut avoir, par exemple, sur 15 hectares, minimum 5 hectares en dégâts. Voilà. Et ça veut dire que les 10 hectares qui ont été déclarés à 30% de dégâts, on tombe en dessous des 5 hectares, quoi. C'est ça. Et donc, voilà, ça n'a pas lieu d'être encodé par la suite. Si, dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux tout encoder. Nous, on a reçu le mot d'ordre de toute façon d'encoder toute ligne qui était déclarée sur les PV, il fallait les encoder. Bon, mais ça va. Merci. Merci pour Donc, pas de souci. Merci beaucoup. Une dernière petite précision. Pour ceux qui ont des mandats pour leur PAC, par exemple, qui sont à 2 sur l'exploitation, ça j'ai oublié de préciser, mais c'est expliqué dans le communiqué. Donc c'est par exemple monsieur et madame, et l'épouse donne mandat souvent à son époux ou inversement, parce que ça devient de plus en plus courant. Et il faut également faire un mandat pour les dégâts agricoles, et ça, il faut le faire en premier, donc avant de rentrer dans l'application dégâts agricoles. Et ça, vous pouvez toujours nous joindre également. C'est pas compliqué, mais je sais que quand on ne le fait pas souvent, et ça s'avère des fois le chemin du combattant. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Là, il n'y a pas d'autres questions écrites. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je propose peut-être de passer à l'intervenant suivant. Donc, Bérangère, merci. De rien. À bientôt. À bientôt et bonne réunion à vous toutes et tous. Merci. Au revoir. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Donc, l'intervenant suivant qui va venir nous parler de la transmission des exploitations agricoles. Donc c'est Sébastien Mas de la FUGEA. Donc Sébastien, je pense que tu vas partager ton écran. Ouais. La présentation, d'après ce que Sébastien a dit, dure plus ou moins, on va dire, au maximum 1 heure, à 45 minutes, 1 heure. Donc si vous avez des questions, ce qu'on vous proposait, c'était durant sa présentation de les poser par écrit, où mon collègue vous a indiqué là où on s'est posé les questions, et ainsi on pourra les reprendre en fin de séance.
Si vous ne les écrivez pas, ben, n'hésitez pas en fin de séance à les dire oralement en activant vos micros. Mais n'oubliez surtout pas durant la présentation donc, de désactiver vos micros. Mais vous pouvez poser les questions par écrit, bien sûr. Voilà, Sébastien, je te laisse te présenter. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Donc, voilà, mon nom est Sébastien Mas. Je travaille pour la FUGIA, donc, qui est, si vous ne le connaissez pas, est un syndicat agricole basé ici à Namur, qui fait essentiellement du travail de plaidoyer politique et travail de service au service des agriculteurs et des agricultrices. Voilà. À côté de ça, je suis maraîcher du côté de Jamblou à titre complémentaire et aussi administrateur dans une organisation qui s'appelle Terre en Vue qui tente de mettre des terres à disposition des porteurs de projets agricoles. Voilà, donc je commence par ce slide ici sur la FUGIA pour présenter un peu mes collègues du pôle service, pour la simple et bonne raison que je ne suis pas le seul à travailler sur la question de la transmission des fermes. Et j'ai même des collègues, donc Yves Van de Voort et Valérie Lambert, qui ont plus l'habitude de traiter les dossiers de transmission. Voilà, il y a toute une équipe qui travaille sur les services, que ce soit à destination plutôt de ceux et celles d'entre vous qui sont en processus d'installation, et aussi pour les agriculteurs et agricultrices qui sont en cours de carrière ou en fin de carrière et qui commencent à penser à la transmission. Donc voilà, donc c'est moi qui vais présenter ici cette soirée sur la transmission des fermes. Et j'en profite pour remercier le Parc naturel du Pays des Collines d'organiser une soirée sur cette thématique, parce que c'est une thématique sur laquelle il n'y a pas encore assez de choses qui sont faites en Wallonie, il y a beaucoup de questions, et donc c'est pour ça qu'on a sauté sur l'occasion pour faire cette conférence. Voilà, donc j'espère que vous trouverez des éléments de réponse par rapport au cas qui vous occupe, sachant que chaque transmission est chaque transmission est unique. Et qu'ici, je vais présenter un peu les grandes étapes d'un point de vue schématique, d'un point de vue, on va dire, un peu théorique. Donc, ça va répondre plus ou moins à votre contexte. Alors, si vous avez des questions brûlantes, effectivement, notez-les. Si j'arrive à y répondre, tant mieux. Sinon, j'en prends bonne note et on reviendra vers vous, moi ou l'un ou l'une de mes collègues, pour essayer d'apporter le suivi à votre requête. Donc, voilà un peu le plan de ma présentation de ce soir. Donc, il va tourner autour de 4 points avant l'échange questions-réponses. Donc, le premier point, le point principal même, c'est de voir un peu, de balayer quelles sont les grandes étapes dans la transmission, dans le processus de transmission d'une ferme. Ensuite, je ferai un petit point sur la convention de reprise, qui est en fait, d'un point de vue administratif, le document de référence sur la transmission, au moment de la transmission. Ensuite, il était demandé que je passe un peu en revue le parcours d'installation et les aides à DISA, donc plus à destination de ceux et celles d'entre vous qui sont en processus d'installation, en processus peut-être de reprise. Et alors enfin, j'ai juste fait 2 ou 3 slides sur un peu les outils et les adresses utiles sur la question de la transmission, sachant qu'effectivement, il y a un manque encore en Wallonie et on y travaille avec d'autres acteurs de soutien à ce processus de transmission. Mais donc, il y a quand même déjà des outils qui existent, que ce soit en Belgique, mais aussi en France, beaucoup plus que chez nous, et un peu aux Pays-Bas aussi. Donc, voilà. Donc voilà, donc les grandes étapes de la transmission. L'idée en fait de base, c'est de se dire que, en fonction un peu de la littérature, mais qu'en gros, il est important de penser en tant qu'agriculteur en fin de carrière, de penser un peu à la transmission déjà de 5 à 6 ans avant le moment où vous voudrez prendre la retraite, parce qu'il va y avoir plusieurs phases en fait qui vont composer la transmission de votre exploitation. Il va falloir passer par une première étape, on va dire 5 ou 6 ans avant le moment où vous souhaitez prendre votre retraite, une étape un peu pour se préparer, une étape où ce sera à vous de commencer un peu la réflexion sur votre avenir, l'avenir de votre exploitation, en discuter un peu avec les membres de votre famille ou avec vos associés. Ce sera aussi le moment de faire un peu le bilan sur
sur ce qu'est votre ferme, ce qu'est votre exploitation et comment faire pour la maintenir en bon état, on va dire, pour la rendre au moment où vous la transmettez, elle soit dans un bon état de transmissibilité, donc dans un bon état de fonctionnement, le mieux possible en tout cas, et commencer un peu à prendre des renseignements sur la transmission. Alors ici, évidemment, j'ai mis auprès d'un syndicat, travaillant dans un syndicat, mais il y a d'autres organisations qui travaillent sur cette question-là. J'y reviendrai. 2 ans avant le moment de transmettre, il faudra petit à petit se renseigner sur vous, ce que sera votre retraite, votre pension, réfléchir un peu à la transmission de votre exploitation, commencer en fait un peu à chiffrer les choses, à mettre des chiffres sur ce projet de transmission. Donc je vais revenir en détail sur ces quatre étapes. Ensuite, 12 mois, 1 an donc avant de transmettre, là, ce sera question de commencer à concrétiser, à négocier un peu avec la personne qui reprendra votre ferme, de formaliser la transmission, de réfléchir à comment vous allez faire la passation un peu de votre projet à une autre personne et anticiper aussi toutes les formalités comptables, administratives, qui, comme souvent dans le secteur agricole, sont assez importantes et nécessitent quand même de s'asseoir à sa table et de regarder un peu tout ce qu'il y a à mettre en place et quitte à contacter un consultant ou une consultante pour être aidé dans ces démarches. Et enfin, il y a le moment de la transmission, de la signature de la transmission, mais aussi toute une série de choses qu'il ne faudra pas oublier de faire au moment de transmettre, que ce soit en tant que cédant qu'en tant que cessionnaire. Donc cessionnaire, c'est la personne qui reprend. Voilà, alors ici la présentation, elle est, dans le ton, dans ce qui est écrit, elle est à destination plutôt, dans la réflexion d'une personne, d'une personne qui veut transmettre, mais ça répond par effet de miroir aussi aux personnes qui sont de l'autre côté, qui vont être celles et ceux qui vont reprendre l'exploitation. Et le point que je ferai par la suite sur le parcours d'installation sera encore davantage destiné à ce public-là. Voilà. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi si je ne parle pas assez clairement ou trop rapidement, pour être sûr d'être bien compréhensible pour toutes et tous. Donc voilà, ici je vais reprendre un peu ces 4 étapes plus dans le détail. Ne vous inquiétez pas, toutes les dias n'ont pas autant de texte dessus, mais sachant que vous allez y avoir accès par la suite, je trouvais ça important de mettre quand même pas mal d'éléments sur les dias pour que ça puisse être un premier outil pour vous dans votre réflexion. Donc, avant de vous lancer dans la recherche d'un successeur et dans toute cette démarche de la transmission, l'idée c'est de réfléchir un peu au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel, à quelles sont vos priorités, à quels sont un peu vos objectifs, comment vous voyez un peu la transmission de votre exploitation. Donc au niveau personnel, c'est de voir un peu vos motivations au fait de transmettre, quel sera le bon moment pour vous. Alors effectivement, il y a l'âge de la pension, mais des fois on vous continue un peu après, des fois on voudrait s'arrêter un peu avant, ça c'est un peu au cas par cas et en fonction de la santé, de la famille, du contexte, etc. Aussi la question de voir d'un point de vue personnel, est-ce que vous êtes prêt à quitter l'exploitation, quelle sera votre retraite et donc quels seront les besoins financiers que vous aurez par la suite, quelle sera les activités que vous imaginez pour votre pension, vraiment comme toute personne active en fait penser à l'après. Il y a aussi toute la question autour de votre lieu de vie. Souvent on vit sur son exploitation, donc réfléchir un peu à tout ça aussi à partir du moment où vous aurez transmis votre exploitation. Est-ce que vous transmettez aussi par la force des choses votre lieu de logement, et donc pour penser un peu à toutes ces questions-là. Au niveau professionnel, il y a toute cette question de la transmission dans le cadre familial ou hors cadre familial, donc voir un peu avec voir en fait disparaître votre exploitation. Voilà, donc voilà, toute une série de questions, il y en a encore d'autres que vous trouvez ici sur le slide. Et donc c'est vraiment le début de la réflexion, 4 ou 5 ans, voire même 6 ans pour les
c'est quelque chose qu'on se pose de toute façon tout au long de sa carrière, mais petit à petit commencer à mettre noir sur blanc ces questions-là. Donc un conseil qu'on donne, surtout dans la question de la transmission, comme vous le savez, il y a tout ce contexte familial avec le fait qu'on a parfois plusieurs enfants, parfois un ou plusieurs enfants veulent reprendre, parfois seulement un enfant, mais les autres enfants de la fratrie attendent aussi un retour de cette transmission, dans la mesure où eux, ils ont d'autres projets de vie. Donc l'idée, c'est on conseille toujours d'en parler à partir du moment où vous pensez à votre fin de carrière, de commencer à en parler assez rapidement au sein de la famille et aussi avec vos associés si vous êtes travailleur en association. Parce qu'on remarque en fait que les gens ont peur que ça dégrade les relations, de commencer à mettre ce sujet-là sur la table, alors que dans les faits, le fait d'inclure, on va dire, les personnes concernées de près dans la réflexion permet justement d'éviter des conflits par la suite. Donc toujours 4 ou 5 ans dans ce début de cette réflexion, c'est aussi le moment, je disais, de mettre noir sur blanc aussi votre projet, votre exploitation, qu'est-ce qu'elle est en fait, parce qu'on a la représentation qu'on s'en fait quand on travaille dedans, qu'on a le nez dedans, qu'on est tout le temps actif 7 jours sur 7 dans son exploitation, mais c'est bien un moment de se dire, voilà, quel est l'outil, quel est le projet que je vais transmettre, et de voir un peu tout ce qui gravite autour de votre exploitation. Donc, c'est ici un peu les bulles qui se trouvent autour dans le graphique, ici sur la droite, de voir un peu les aspects humains, donc votre organisation, donc il y a vous, mais il y a peut-être des salariés, il y a certaines compétences qui se retrouvent au sein de votre exploitation, il y a des âges différents, il y a vous qui approchez de l'âge de la retraite, mais il y a aussi peut-être des personnes qui sont en plein milieu de leur carrière ou en début de carrière. Il y a toute la question de la commercialisation, quels sont les produits que vous commercialisez, quels sont les contrats que vous avez